Salut Mickaël, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Mickaël, tu es journaliste à Mediapart et tu viens de publier un livre sorti le 1er mars. Ça s'appelle Le mensonge total, enquête sur un criminel climatique. Le mensonge total, c'est un habile jeu de mots, Ouais. parce que total, c'est pour Total Énergie et c'est aussi pour l'adjectif total, c'est-à-dire un mensonge global. C'est un peu la suite, si je puis me permettre, d'un ouvrage que tu avais sorti il y a 2 ans. Ça s'appelait Criminel climatique et tu t'intéressais à différentes multinationales, dont Gazprom, Aramco, China Energy. Et là, tu t'attaques à une autre multinationale, cette fois-ci française, donc Total Énergie. Ma première question, elle est toute bête. Pourquoi tu t'attaques à Total? En gros, de quoi Total Énergie aujourd'hui dans notre société et dans le monde est le nom? Déjà, Total, c'est un fleuron industriel français, voire sinon le fleuron par excellence. Donc, ça fait partie vraiment du patrimoine, limite même culturel français. Au fait, c'est un super objet journalistique parce que il suffit de descendre dans la rue et n'importe quel Français connaît cette entreprise-là. Donc, quand on est journaliste, pour un peu accrocher sur la question du climat, on essaie toujours un peu stratégiquement de trouver des objets intéressants. Donc, Total Energy incarne déjà ça. Et puis ensuite, c'est une des 20 multinationales les plus émettrices de la planète. C'est le premier développeur de projets à la fois pétroliers et gaziers en Afrique. Et c'est aussi l'entreprise qui émet à elle seule autant de gaz à effet de serre que l'ensemble des Français. Donc moi, j'estime que c'est un criminel climatique à part entière et qui donc effectivement méritait des enquêtes à part entière. Avant de rentrer plus précisément sur ce que tu écris, comment est-ce que tu expliques ce paradoxe qui éclate un peu à la figure de ceux qui pourront lire ton livre ou qui s'intéressent de près ou de loin à la question climatique, que il y a un danger climatique, il y a une urgence climatique absolument énorme. 2023 est encore une fois l'année la plus chaude depuis des centaines d'années. Et pour autant, la multinationale Total continue d'engranger des sommes faramineuses, à faire énormément de profits. Comment est-ce que tu expliques ce hiatus, en fait, ce paradoxe? Est-ce que tu l'expliques uniquement par le fait que, et on va revenir dessus, Total est une usine à mensonges. C'est-à-dire que tout ce qu'ils nous vendent, en gros, c'est du greenwashing, ça n'a aucune espèce de réalité, mais dans une certaine mesure, ils arrivent à convaincre et les gouvernements et la population. Bon, effectivement, il y a Total Energy a encore engrangé là quasiment 20 milliards d'euros pour l'année 2023 et effectivement c'était encore l'année la plus chaude. Bon, c'est pas que Total Energy, c'est l'ensemble de l'industrie fossile. L'an dernier, les 6-7 plus gros groupes mondiaux, c'était quasiment plus de 350 milliards de dollars de bénéfices. Et je rappelle encore une fois que la Total, pour l'exercice 2023, c'est plus de 90% de ces 20 milliards d'euros qui est dû à la vente de pétrole ou de gaz. Donc, en fait, vendre du pétrole et du gaz, ça rapporte encore énormément. Il y a un contexte un peu, on va dire, conjoncturel. C'est aussi la guerre en Ukraine qui a monté le prix des énergies. Mais je pense que c'est que tout simplement, je pense que les institutions à la fois internationales et même au niveau des États, on n'a pas encore pris compte du fait que les énergies fossiles, donc je répète, c'est le pétrole et le gaz et le charbon, sont vraiment le moteur du changement climatique. C'est quasiment les 3/4 des gaz à effet de serre qui sont émis. Attends, tu viens de dire que les institutions à tout niveau n'ont pas pris ça en considération, ils n'ont pas encore compris. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils l'ont compris. Ouais, ils l'ont compris, en tout cas, ils légifèrent pas dessus. Pour donner 2 exemples, par exemple, un français et un international. Bon, la COP, ça fait 30 ans que ça existe. Les gaz à effet de serre continuent de monter irrémédiablement, donc ça reste un échec. Et durant les COP, on ne parle pas des énergies fossiles. On parle à chaque fois l'expression quand on va dans les négociations internationales des COP, on parle de l'éléphant dans la pièce. C'est pas dans on va dire, le cahier des charges de la COP de légiférer sur les énergies fossiles. Ça fait que depuis 2 ans qu'on commence un peu à avoir dans les déclarations internationales le fait de réduire peut-être à terme
la production de charbon, de gaz ou de pétrole. Donc déjà, il y a un problème au niveau international. Et ensuite, au niveau national, on a un pays qui légifère toujours pas. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a eu la grande loi climat de 2021, qui était censée être le grand texte environnemental du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a quand même plus d'une centaine de députés, dont des députés de la majorité présidentielle, qui avaient proposé un amendement qui était tout simplement d'imposer aux entreprises des quotas d'émissions de carbone. Genre même ça n'existe pas, c'est quand même le b.a.-ba. Et le président de l'Assemblée nationale, à l'époque, a dit que c'était un cavalier législatif, c'est-à-dire que ça n'avait rien à voir avec la loi climat. Donc, même déjà imposer des quotas de réduction à des entreprises, à des grandes entreprises, c'est quelque chose qui n'est pas possible en France. Donc on voit qu'au niveau international, on a un outil qui est la COP qui ne fonctionne pas. Et là, il y a un grand débat depuis quelques années pour dire est-ce que ce n'est pas plutôt la Banque mondiale qu'il faut réformer ou le FMI, parce qu'ils arrivent à contraindre l'économie à l'échelle mondiale. Et quand ça a été créé, il n'y avait pas encore la question climatique, hein, c'était les accords de Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il ne faudrait pas les réformer pour contraindre l'économie à rentrer dans les limites de la planète? Et à l'échelle nationale, de toute façon, on a un gouvernement aujourd'hui depuis 2017 qui est complètement dans l'inaction gouvernementale. On a quand même un État français qui a été déjà condamné 2 fois pour une action climatique devant la justice. Est-ce que tu considères que c'est parce que c'est l'État qui gobe les mensonges de Total, ou est-ce que c'est l'État qui suit une population qui gobe les mensonges de Total? Moi, je pense pas. Je suis plutôt pour déconstruire, déboulonner ce mythe de l'État qui ne pourrait pas négocier ou qui n'aurait pas de rapport de force face aux multinationales. En tout cas, moi, dans mes enquêtes, même depuis en 2022 avec Criminel Climatique, ce que je vois, c'est plutôt qu'il y a un triangle qui se dresse, que j'appelle le capitalisme fossile, hein, tout simplement, entre les États, les banques et les industriels fossiles. Par exemple, pour vous donner un exemple sur Total Energy, l'État français est extrêmement actif pour aider Total Energy à se développer, notamment à travers son appareil diplomatique. Le Quai d'Orsay est vraiment extrêmement allant et il y a plein de portes tournantes aussi entre Total Energy et des hauts diplomates au Quai d'Orsay pour vraiment appuyer les projets, notamment sur le continent africain. Et encore une fois, ce n'est pas pour rien que Total est le premier développeur de projets fossiles en Afrique. Il y a ensuite les banques. Je rappelle que depuis 2016, les banques françaises ont donné plus de 15 milliards de dollars à Total Energy pour développer ces projets. Et les banques françaises, c'est BNP Paribas, c'est le Crédit Agricole, c'est la Société Générale, qui sont aussi des actionnaires de Total Energy. Donc on voit comme ça comment en fait il y a un triangle entre banques qui vont financer les activités de Total Energy, entre l'État français qui va faciliter l'expansionnisme mortifère de Total Energy, et ensuite Total qui arrive en distribuant grassement ses actionnaires. Je rappelle que là, encore une fois, en 2023, ils ont augmenté de 7% leurs dividendes, qui arrivent comme ça à maintenir. Donc quand je parle de triangle, c'est qu'en fait, il y a aussi une espèce de triangle des Bermudes, où en fait, toutes les politiques publiques, toutes les tentatives de réguler, de contraindre ce type d'entreprise s'écrasent, ou en tout cas meurent dans ce trou noir, quoi. Comment se construit justement cette usine à mensonges qui est, enfin plutôt sur quoi est fondée cette usine à mensonges qui est Total Energy? Comment est-ce qu'il fonctionne? On se souvient, et d'ailleurs c'est l'objet d'une partie de ton bouquin, il y a ce mythe en fait du gaz qui serait neutre en carbone, etc. Ça, c'est des stratégies qui sont savamment construites, élaborées par Total Energy pour essayer de retourner une partie de la population contre, en gros, les arguments qui sont mis en avant par les spécialistes, par les experts du GIEC, etc. Bon, effectivement. Bon, déjà, il faut savoir que ça, c'est des travaux d'historiens qui l'ont démontré en fouillant les archives de Total, que Total est au courant de la nocivité de ses activités pour le climat depuis 1971. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'il y a cette machinerie du doute qui est mise en place. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on va dire jusqu'aux années 2000-2015, il y avait vraiment une fabrique du doute qui a été instillée par Total Energy pour dire on ne sait pas trop si les travaux scientifiques, notamment du GIEC, sont solides, il persiste un doute. Ils ont vraiment changé de stratégie à partir de... Bon, c'est vraiment 2015, les accords de Paris. Ça a été vraiment tournant et c'est là qu'on voit un changement de communication où le greenwashing a été la nouvelle arme de fabrication du doute par Total Energy. Peut-être la grande... Alors, il y a toute une multiplicité de stratagèmes que j'essaye de déplier dans le livre. Bon, la plus grosse stratégie, ça a été en mai 2021, quand Total Energy décide de changer de nom déjà. Il passe de Total à Total Energy avec un S, pour dire on est des multiproducteurs d'énergie. On fait du pétrole et du gaz, mais on fait aussi de l'énergie verte. Et il y a une campagne de communication assez gigantesque qui a été déployée.
Et campagne qui, et j'insiste là-dessus, hein, il y a quand même eu une enquête préliminaire du parquet de Nanterre pour pointer cette campagne-là qu'ils estiment être des pratiques commerciales trompeuses, en gros des mensonges climatiques. Mais effectivement, ça va se jouer... À l'encontre des actionnaires, de ceux qui seraient les actionnaires ou à du l'encontre de grand public? l'entreprise. Ok. La communication, c'était vraiment, je veux dire, il y a eu des encarts dans les journaux, dans les quotidiens. Il y a eu des pubs dans le Il y métro. a eu des pubs dans le métro, donc ça a été vraiment quelque chose, une grosse offensive médiatique et communicationnelle de leur part. Et ensuite, effectivement, donc, il y a tout un différent stratagème, enfin toute une multiplicité de stratagèmes pour dire, vous inquiétez pas, on s'occupe de la transition énergétique. En gros, il y a une espèce de division du travail entre, d'un côté, les scientifiques, ce serait, voilà, vous faites votre travail, vous nous montrez le lance écologique, et nous, en tant que producteurs d'énergie, on est les plus à même d'effectuer la transition énergétique. Et en fait, c'est quand on fouille un peu dans ce qu'ils fabriquent, on voit qu'effectivement, il y a un mensonge parce que, encore une fois, rien que pour donner un chiffre, là, pour 2023, ils ont mis à peu près 17 milliards de dollars en investissement. Il y a les 2 tiers qui partent pour du pétrole et le gaz, et il y a 1 tiers qui part seulement pour les énergies vertes. Donc eux, ils vont énormément communiquer là-dessus. Ils vont dire, on a mis 5 milliards de dollars sur la table pour faire du solaire et de l'éolien. Alors effectivement, quand on voit le chiffre, on dit 5 milliards de dollars, c'est quand même pas anodin comme somme. Mais quand on voit que les 2 tiers des investissements à côté sont toujours fléchés vers le pétrole et le gaz, voilà, on voit qu'ils nous masquent aussi quelque chose, quoi. Mais je ne veux pas me faire le porte-parole des Français et des L'avocat du Françaises. diable, ouais. Non, pas l'avocat du diable, mais des Français et des Françaises. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de Français et de Françaises qui gobent en fait ça, qui pensent qu'aujourd'hui Total Energy est un leader incontesté en matière, par exemple, de solaire et d'éolien. Total est toujours associé aux hydrocarbures, aux énergies fossiles, notamment parce que le premier endroit où on voit Total, c'est pas par des encarts dans des médias papier, mais c'est parce que c'est des stations-service. Ouais, effectivement, oui, c'est dans les stations-service. Bah, je sais pas, il faudrait demander aux Français. En tout cas, moi, je sais ce que beaucoup de gens gobent, en tout cas, c'est que Total Energy serait en train de faire SAMU. Il y a beaucoup de gens qui croient ça. Ils ont un plan climat, ils disent qu'on va atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en gros, qui seront propres énergétiquement et en termes d'émissions parlant. Toi, tu crois pas? Ça. Alors, c'est pas que j'y crois pas, c'est que moi, j'ai regardé le plan climat, en fait. Et quand on regarde le plan climat, sur 2050, ce qui compte, c'est pas de dire en 2050 on sera neutre en carbone. Tout le monde peut dire ça, c'est facile. C'est plutôt le chemin pour y aller qui est intéressant, ou sur lequel il faut se pencher. Quand on s'y penche, au fait, quand on s'y penche déjà à 2030, c'est vraiment une étape primordiale. En 2030, il y a Total Energy qui veut augmenter d'ici 2030 1 tiers de sa production de gaz. Donc c'est du gaz fossile, hein, c'est du gaz qui émet énormément de gaz à effet de serre et qui va plus ou moins encore stagner sa production de pétrole. Il y a toujours 70% de ces investissements qui seront fléchés vers le pétrole et le gaz. Donc, ils peuvent nous dire, ils peuvent se draper de vert, ils peuvent se dire en 2050 on sera propre. En tout cas, quand on voit déjà l'étape 2030, le compte, il n'y est vraiment pas, quoi. En tout cas, ils sont complètement à rebours de toutes les recommandations scientifiques. Juste pour en donner une, il y a l'Agence internationale de l'énergie qui n'est vraiment pas un repère d'écologistes, qui a toujours été dans le sens des énergéticiens, qui dit depuis mai 2021, il faut qu'aujourd'hui, on ne mette plus un seul dollar, un seul euro dans un nouveau projet d'extension de production de pétrole, de gaz ou de charbon. Voilà, rien qu'en 2023, moi j'ai comptabilisé chez Total Energy une vingtaine de nouveaux projets, soit des nouveaux projets, soit du lancement, soit de l'extension de projets. En 2022, c'était pareil, on avait une vingtaine. Donc rien qu'en 2 ans, ils ont déjà produit 40 projets de plus, alors qu'ils devaient arrêter depuis déjà 2 ans de mettre qu'un seul euro dans ce type de projet-là. Il y a un chapitre qui m'a particulièrement intéressé dans ton livre, c'est celui sur le développement du plastique, enfin de la filière plastique par Total Energy en association avec le plus grand géant des hydrocarbures qui est saoudien, qui s'appelle Saudi Aramco. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc ils vont mettre en place un espèce d'énorme bateau qui s'appelle l'Amiral, qui va coûter des milliards de dollars ou d'euros, et ils vont produire du plastique qui, je le rappelle, est issu des énergies fossiles et du carbone, du pétrole. Au fait, ils commencent à se dire, bon, il y aura peut-être la fin des voitures thermiques d'ici quelques années, il y a l'expansion des voitures électriques, donc ils essayent de trouver des nouvelles voies de valorisation du pétrole. Et la voie un peu royale, c'est la pétrochimie. En gros, c'est produire du plastique parce que
En gros, le plastique est produit à 99% de pétrole ou de gaz. Donc effectivement, ils viennent de lancer là il y a quelques mois à peine, un énorme projet qui s'appelle Amiral. C'est une énorme usine pétrochimique sur la côte en Arabie Saoudite, donc avec Aramco, qui est le plus grand pollueur climatique au monde. C'est un projet à 10 milliards de dollars quand même. Et le but, c'est vraiment donc produire du plastique pour ensuite inonder notamment le marché asiatique de plastique. Parce qu'il faut savoir qu'en Amérique du Nord, un habitant consomme, allez, grosso modo, 200 kg de plastique par an. En Chine, on est à 40 kg. En Inde, on est à 10 kg. Donc pour eux, c'est des marchés gigantesques. Le problème, c'est que le plastique, au fait, ça pollue énormément. Rien qu'en 2019, on estime que la production de plastique, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est autant qu'un pays comme l'Allemagne. Et on estime que, pareil, c'est un vrai puits un vrai puits à siphonnage de pétrole. En fait, c'est déjà, on estime que d'ici 2030, on consommera peut-être plus de pétrole pour produire du plastique que pour mettre dans les réservoirs à essence des voitures. On a complètement abandonné l'idée que, au bout d'un moment, il n'y a plus de pétrole et que nécessairement, du coup, dans une logique aussi de pérennisation de leur entreprise, maintenant Total Énergie, soit obligé en fait de trouver d'autres choses à valoriser que le pétrole. Parce que là, tu me dis, ils vont investir dans le plastique, mais pour faire du plastique, ils ont besoin de pétrole. S'il n'y a plus de pétrole, ils ne peuvent plus faire de plastique. Bah, effectivement, le but, c'est ça. Alors, il y a toujours cette histoire de pic de pétrole, de pic de la demande, etc. Qu'on aurait dépassé. Alors, moi, je ne sais pas trop, je n'arrive jamais trop à comprendre. Bon, je ne suis pas économiste, mais moi, ça fait depuis les années 2000 que j'entends. En 2000, j'avais 18 ans, 17-18 ans, j'entendais déjà parler le pic de pétrole arrive. J'ai l'impression que c'est toujours repoussé parce qu'on arrive toujours à trouver des technologies pour, encore une fois, valoriser valoriser au maximum le baril de pétrole. Pour vous donner un exemple sur, encore une fois, les technologies, là, notamment pour Amiral, pas pour Amiral, pour Saudi Aramco par exemple. Saudi Aramco a trouvé une nouvelle technologie qui s'appelle le Crude Oil to Chemicals. C'est-à-dire qu'avant, avec un baril de pétrole, on arrivait à valoriser 20% de ce pétrole pour le transformer en plastique. Avec cette nouvelle technologie-là, c'est 70%. Donc en fait, on arrive toujours à dépasser, c'est le propre du capitalisme aussi de toute façon, de trouver des nouvelles technologies pour toujours construire, enfin en tout cas produire toujours plus de valeur avec le pétrole. Eux, ils savent que les réserves s'amenuisent de petit à petit, donc la stratégie, c'était vraiment de comment valoriser, tirer le plus de profit jusqu'à des dernières gouttes de pétrole. Avant, le pétrole, ça coûtait très peu cher, ça fait depuis un bout de temps que les infrastructures ont été rentabilisées, notamment Saudi Aramco. Donc là, le but, c'est essayer de vraiment, à partir du même volume de pétrole, d'en faire un maximum de profit. Alors, tout à l'heure, tu l'as mentionné, mais il y a aussi une stratégie de la part de Total Énergie d'utiliser la diplomatie française et notamment le néocolonialisme à la française, qui est porté aujourd'hui par une partie de notre État, pour mener à bien leurs activités un peu partout en Afrique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est-ce que cette finalement relation assez étroite entre Total Energy et le Quai d'Orsay fonctionne? Je vais dire un truc idiot, mais genre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le PDG, il va discuter avec le ministre des Affaires étrangères, il va dire ouais, on va aller là-bas, en Ouganda, au Yémen, pour installer des trucs et tu vas m'aider? C'est un peu plus subtil que ça. Alors déjà, il y a un programme de mobilité au sein du Quai d'Orsay pour inciter les hauts diplomates à aller dans le monde de l'entreprise. Donc c'est le rôle aussi du Quai d'Orsay de faire la diplomatie économique. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de chaises tournantes. Pour donner un exemple, il y a l'ambassadeur du Kenya actuel, Arnaud Suquet, qui a passé plusieurs années chez Total Energy. Il y a la personne qui s'occupe du développement économique au ministère des Affaires étrangères, qui a passé aussi de nombreuses années à Total Energy, ou aussi un des grands communicants, une des personnes qui souffle à l'oreille du PDG de Patrick Pouyanné, c'est quelqu'un qui, pendant 40 ans, a été haut fonctionnaire d'État, qui était le conseiller spécial de Jean-Yves Le Drian quand il était ministère des Affaires étrangères. Donc on voit déjà qu'il y a une porosité, au fait, il y a une bonne articulation. Même côté cabinet, même côté Élysée, il y a beaucoup de conseillers spéciaux, notamment au Moyen-Orient, qui sont passés par Total Energy. Donc déjà, il y a une zone grise, au fait, et on ne sait pas trop qui roule pour qui. Est-ce que l'État français roule un moment pour les intérêts privés de Total Energy, ou est-ce qu'il joue un rôle pour la diplomatie économique française? Bon, on est vraiment dans quelque chose de flou. Pour vous donner peut-être un exemple le plus frappant pour moi, c'est le grand projet pétrolier de Total Energy en Ouganda, le fameux projet Jacob, qui est, le but c'est de forer 400 puits de pétrole, dont une partie est située dans des réserves naturelles
en Ouganda à construire un néolodique géant jusqu'en Tanzanie de 1500 km de long. Enfin, on est vraiment sur du méga projet lourd et très sale. En plus, c'est dans un état très particulier. L'Ouganda, c'est Museveni, c'est le clan Museveni, c'est un des régimes autoritaires les plus vieux d'Afrique. Il est au pouvoir depuis 1986. En 2021, quand Museveni est réélu pour je ne sais plus la combienième fois, Emmanuel Macron va envoyer une lettre de félicitations à Museveni et dans cette lettre-là, il va lui dire en tout cas, on est très content de faire ce projet-là, Jacob, avec vous, et on espère que ça va bien se mener à terme. Donc on voit vraiment comment il y a une diplomatie, en tout cas, il y a un appareil d'État français qui peut se mettre en branle pour développer ce type de projet-là. Le dernier exemple aussi, c'est quand il y a eu la fameuse tournée africaine d'Emmanuel Macron il y a quelques mois. Il va par exemple aller au Gabon pour parler de protection des forêts tropicales, etc. Ce qu'il ne va pas dire dans ses bagages, c'est qu'il y avait le directeur de la branche exploration production de Total Energy qui était avec lui. Quels sont les contre-pouvoirs, en gros, qui sont auxquels, je vais dire on va dire ceux qui veulent travailler contre ce greenwashing, contre Total Energy, une entreprise à mensonge, contre ces collusions entre Total Energy et le Quai d'Orsay. Quels sont les outils en fait qu'on peut mettre en place? Parce que tu dis, oui, il y a des conseillers mais j'imagine qu'il y a aussi des conseillers qui ont des ambitions écologiques à la hauteur de l'urgence de la situation. Pourquoi, à la fin, c'est toujours Total Energy qui gagne le bras de fer? Alors, ce ne sera pas toujours Total Energy qui gagne, j'espère. En tout cas, en ce moment, il y a une bataille juridique, un front juridique qui est en train de se monter. On parlait déjà au début de l'entretien de cette enquête du parquet de Nanterre pour ces mensonges climatiques. Il y a une commission sénatoriale d'enquête en ce moment qui est pilotée par le sénateur écologiste Yannick Jadot, qui est justement en train d'appeler plusieurs personnes, dont des salariés de Total, pour dire, voilà, nous, la France a une trajectoire climatique à respecter. Là, de ce qu'on voit Total Energy, on n'est pas du tout dans les clous. Donc, il y a vraiment le Sénat qui s'empare de ça. Et il y a aussi plusieurs batailles juridiques. On parlait de la Louganda. En juin dernier, il y a quand même 26 Ougandais qui sont venus en France devant le tribunal judiciaire de Paris pour demander réparation à Total vis-à-vis de ce projet-là. En janvier dernier, il y a aussi une soixantaine de Yéménites. Il faut savoir que Total Energy a fait des pollutions pétrolières assez conséquentes au Yémen. Donc, pareil, il y a des Yéménites qui sont venus en France demander réparation à Total Energy. Et il y a aussi une loi qui date de 2017, qui a été votée en France, qui s'appelle le devoir de vigilance. En gros, c'est maintenant chaque grande entreprise est obligée d'être vigilante, notamment à l'étranger, vis-à-vis de l'impact de ces projets. Et là, en ce moment, on a plusieurs procès pour le devoir de vigilance de Total Energy que plusieurs associations estiment ne pas avoir respecté. Là, il y a encore quelques jours, il y a eu la Cour d'appel de Paris qui doit se prononcer sur ce devoir de vigilance-là vis-à-vis de la trajectoire climatique de Total Energy. À l'étranger aussi, il y a ça. J'ai écrit dessus il y a quelques jours à peine. Il y a un agriculteur belge avec la Fédération internationale des droits humains qui vient de porter plainte et qui demande réparation aussi à Total Energy parce qu'il estime qu'il a subi de nombreux épisodes de sécheresse et des orages sur son exploitation. Et il se dit, voilà, Total Energy est un des plus grands pollueurs climatiques au monde. C'est un des agents qui participe à réchauffer le climat, donc il est responsable, donc je peux lui demander réparation. Donc il y a un peu un espoir, on dit toujours que l'espoir est politique, pour moi il y a un espoir dans ce front juridique-là qui est en train de se mener. Il y a un espace assez particulier où se mène une âpre bataille politique qui n'est pas toujours gagnante, loin de là, c'est Bruxelles, c'est le Parlement européen, les institutions européennes au sens large. Où on sait que les lobbies tous azimuts sont très puissants, mais en particulier le lobby des énergies fossiles. Comment ça se fait qu'à cet endroit-là spécifiquement, on perde autant de batailles? Parce que là, pour le coup, on ne peut pas mettre grand-chose à notre crédit. Ces institutions, à la fois le Parlement européen et la Commission européenne, sont particulièrement vérolées par justement tout ce lobbying intense des industries fossiles. Il y a quand même des petites batailles gagnées. Bon, il y a quand même le Parlement européen qui a voté une motion contre ce projet-là en Ouganda qui pointe notamment les violations en termes de droits humains et environnementaux. Il y a une bataille en ce moment encore sur le devoir de vigilance, c'est en train d'être passé à l'échelle européenne.
Mais bien évidemment, la France a hautement participé à torpiller le texte final qui venait d'être débattu depuis plusieurs années en trilogue. Bon, effectivement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une offensive, notamment côté PPE, du côté de la droite européenne. Il y a eu un gros package qu'on appelle le Green Deal, c'est le pacte vert européen. En gros, c'est l'Europe qui se donne des objectifs climatiques à respecter d'ici 2030, 2040, 2050. Et là, c'est vrai que pour les premiers projets de loi, notamment, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais un projet de loi qui s'appelle sur la renaturation des écosystèmes, qui a été voté l'année dernière, on voit vraiment comment la droite, en cheville avec l'extrême droite, a vraiment torpillé ce dossier-là. Et ils n'ont pas d'ailleurs hésité à utiliser des fake news. Donc ils ont voté la loi, mais la loi a été complètement dévitalisée. Donc ce qu'on voit, c'est un espèce c'est en train de se dessiner un peu partout. On le voit côté états-unien. Aussi, on voit une espèce de retour de bâton qui est en train de se mener sur ce front-là. La crise agricole là, qui vient de se passer en France, c'était aussi ça. C'était vraiment, en fait, les premières personnes qu'on va nommer, qu'on va pointer du doigt, c'est les écologistes et les normes environnementales. Donc, il y a vraiment une offensive. On se gausse un peu de se dire, il y a une bataille culturelle qui a été gagnée côté climatique. Aujourd'hui, c'est impossible et tout le monde se positionne vis-à-vis de ça, même la droite et l'extrême droite, vis-à-vis de l'écologie. Mais on voit que côté législatif, en tout cas, il y a une bataille qui commence à se rigidifier. J'ai une dernière question, Michael, parce que je pense que ça fait partie aussi de la stratégie de Total Énergie. C'est en gros de se dire proche du peuple. C'est-à-dire que moi j'ai vu les communiqués, notamment quand on parlait beaucoup de la question de l'inflation et de l'inflation des prix de l'essence à la pompe, de dire mais nous, attendez, on va vous promettre les prix les plus bas, on va baisser le prix à la pompe, voire même on va perdre un peu d'argent tellement on vous fait ça gratos. En tout cas, moins cher que chez les concurrents, même si c'était jamais moins cher que Leclerc, mais enfin, j'ai regardé, tous les jours je regardais. Mais voilà, ce truc de... en gros, on est proche du peuple parce que le peuple, très souvent, il est contraint et forcé de prendre sa voiture. Et donc, ils vont chercher, en fait, aussi de ce côté-là de la société pour essayer de peser derrière sur les décisions des pouvoirs publics. Et dans une certaine mesure, je comprends cette stratégie. Parce que les gens, ils sont là, Total, il nous permet de prendre la voiture, c'est-à-dire de pouvoir aller travailler, mais aussi d'être libre. Aujourd'hui, la voiture, c'est aussi la possibilité pour beaucoup de gens de se dire, oui, on peut aller n'importe où, etc. Je pense qu'il faut vraiment rester sur la question des besoins, et notamment des besoins sociaux. Bon, cette histoire-là de la ristourne offerte généreusement par Total Énergie, c'est quelques millions d'euros pour Total Énergie, c'est rien. Je rappelle que ce qui a été distribué aux actionnaires cette année, c'est quasiment 17 milliards de dollars. Donc, quelques millions, pour eux, c'est un geste assez symbolique. Alors effectivement, et c'est notamment le grand argument massu du PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné, de dire « nous, on ne fait que répondre à la demande ». Il y a une demande, on est là. Le problème, c'est qu'en disant ça, alors déjà, ce dont on fait commerce, sur la demande, en fait, il y a une demande aussi en médicaments, en armes, en drogue. Voilà, on va pas. Là, on parle quand même de quelque chose qui tue, en fait. Je veux dire, la crise climatique tue, notamment en France. Je rappelle qu'en France, depuis 2014, rien que les canicules, l'agence Santé publique France estime que c'est quasiment 34-35 000 morts depuis 2014. Donc, on parle de mettre sur le marché des choses dont on sait délibérément qu'elles ont un impact, et notamment sur les personnes les plus faibles et les plus vulnérables. Donc, quand il parle pour revenir sur la question de la demande, en fait, quand il dit ça, il écrase aussi la question de besoin et de comment on organise aussi une sobriété à la fois juste et équitable. Pour donner un exemple extrêmement simple et un peu caricatural, est-ce que moi j'estime que socialement, par exemple, il y a quelque chose qu'on ne peut pas soutenir globalement, c'est par exemple quelqu'un qui va rouler avec un 4x4 super polluant à Paris, alors qu'on a un réseau extrêmement dense de transport public qui reste encore relativement performant. Ou est-ce qu'on trouve ça socialement soutenable, quelqu'un un ultra riche qui va prendre son jet privé pour faire Paris-Nice ou Paris-Londres en quelques heures. Par contre, moi j'estime qu'on peut se dire que c'est des émissions qu'on peut accepter, le fait qu'un ouvrier qui travaille en milieu rural, où il n'y a quasiment pas d'infrastructure de transport public, où il n'y a qu'une seule usine qui est située à plusieurs kilomètres, c'est le seul lieu de production, c'est le seul lieu de travail où il peut remplir le frigo. Oui, au fait, il peut prendre sa voiture
pour se rendre à son travail, pour vivre tout simplement. Donc, il y a vraiment À des prix abordables. À des prix abordables. Il y a vraiment pour moi un débat politique, un grand débat démocratique à avoir entre qu'est-ce qu'on pourrait appeler, c'est pas moi qui le dis, c'est un philosophe américain qui s'appelle Henry Shue, qui parle de qu'est-ce que sont des émissions de luxe et qu'est-ce que sont des émissions de subsistance. Et là, on peut vraiment reposer la question sociale. C'est un peu pour moi, chaque fois je parle il faut socialiser la question du carbone, au fait. C'est un peu comme quand Jean-Marc Jancovici dit dans notre vie, si on devait respecter le climat, on ne pourrait prendre que 4 fois l'avion dans notre vie. C'est une question extrêmement technocratique, au fait, de dire ça. Pour moi, je veux dire, une personne, par exemple, qui est issue de l'immigration ou qui habite dans les Outre-mer, elle aurait, pour moi, légitimement plus besoin de prendre l'avion pour retourner voir sa famille que quelqu'un qui va faire un week-end à Ibiza ou à Barcelone. Il faut socialiser la question du carbone. J'aime bien cette phrase. Merci beaucoup, Michael. Merci, Pablo.